Et j'ai rejoint le Technoport il y a 22 ans. C'est quoi un peu vos critères de sélection? Surtout l'aspect technologique, l'aspect innovant, pour faire le premier tri. Qu'est-ce que tu regardes, toi, au moment de la sélection des gens? Est-ce que tu pourrais décrire un peu le rôle du Technoport? 50% qui viennent de l'étranger. Et, Ok. donc quand je dis étranger, c'est pas la grande région, c'est vraiment États-Unis, Asie, Afrique, etc. C'est une des forces de notre modèle en étant générique. Vraiment, comment tu te projettes dans le futur? Et les trois causes majeures, par exemple, qui font que ça se plante? C'est pas toujours rose, le monde des entrepreneurs. Donc, Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Talent Club. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Diego. Salut Diego, comment tu vas? Bien, merci de l'invitation. Écoute, ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas? Alors, Diego de Biasio, je suis né en 76, luxembourgeois, parents italiens, et j'ai fait mes écoles ici au Luxembourg, après l'université à Strasbourg, Ok. en France, et j'ai rejoint le Technoport il y a 22 ans. Ah ouais, donc ça fait 22 ans que tu travailles au Technoport. Ouais, 22 ans, ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler pas mal pendant ce podcast. Avant de commencer, peut-être si Romain, tu peux nous faire un petit peu les règles du podcast. Écoute, bienvenue, super content de t'accueillir. En plus, on est matinaux aujourd'hui, mais merci beaucoup pour ta disponibilité. Dans ce podcast, il y a 3 grandes règles. La première règle, c'est que en fait, nos invités, ça s'appelle le Talent Club et on veut qu'ils parlent en leur nom propre et pas au nom de leur société. Okay. On va parler du Technoport évidemment, mais c'est important justement de voir que nous, c'est un intérêt pour toi qu'on a. La deuxième règle, c'est que ça va durer 1 heure. Donc tu vois là-bas, il y a un petit timer. Comme ça, tu vas pouvoir voir combien de temps tu passes sur le grill. Hop, on ramène. Ouais. Et la troisième règle, c'est que devant toi, il y a un buzzer qui s'appelle buzzer panique. En fait, le but du podcast, nous, ce qu'on vise, c'est l'authenticité. Et donc, le but du podcast, c'est d'avoir quelque chose de plus naturel possible. Donc, on va te poser des questions. Et sur l'intégralité du podcast, tu as droit à un joker. D'accord. C'est-à-dire, tu as droit de refuser une question. Soit tu vas la refuser en live, et auquel cas, tu appuies sur le buzzer. Ouais. Soit tu vas la refuser au montage, et l'audience saura qu'en fait, cette question, on l'a coupée. Ouais. Mais normalement, on n'a pas trop d'utilisation du buzzer jusqu'ici, donc ça devrait bien se passer. Ok. Ça marche pour toi? Très bien, ça marche. Ça joue pour toi. Alors, c'est parti. Hein. Super. La première question qu'on aimerait te poser, en fait, tu travailles au Technoport, qui est un incubateur de start-up. Donc, vous avez incubé des centaines de start-up depuis que tu as commencé. Est-ce que toi-même, tu te considères comme un entrepreneur? Bonne question. Alors, jusqu'à 2012, peut-être pas trop, parce que là, la structure était plutôt une structure qui était partie intégrante d'un grand centre de recherche publique, donc c'était un département, c'était pas forcément une structure indépendante qui devait gérer ses budgets, qui devait gérer une équipe vraiment propre à elle, quoi. Donc, je faisais aussi appel à des ressources qui étaient dans d'autres départements, souvent. Mais à partir de 2012, je crois que quand on a basculé en société anonyme, avec un modèle de gouvernance, un conseil d'administration, du reporting qui était aussi différent et aussi une responsabilité qui était celle que on reçoit plus maintenant une dotation annuelle de la part du gouvernement, on doit gérer notre budget un peu indépendamment. Donc là, tu commences à avoir des réflexions un peu plus entrepreneuriales aussi. Donc tu dois réfléchir à comment tu dépenses ton argent, les priorités que tu veux te fixer, etc. Tu le faisais aussi avant, mais c'était une autre dynamique, à mon avis. Donc je dirais que avec le temps, tu le deviens un peu, mais naturellement, j'ai le luxe, je dirais, d'avoir 2 actionnaires derrière qui, a priori, ne devraient pas connaître de défaillance. Donc c'est clair que s'il y a des années où ça marche un peu moins, t'as pas le même stress qu'un entrepreneur qui crée sa propre boîte, quoi. Donc c'est intéressant parce que dans ce modèle-là, en fait, tu as pu, dans une première phase, apprendre des entrepreneurs que tu as incubés. Et puis finalement, petit à petit, t'appliquer à toi-même un petit peu ces modèles-là, en fait, ces apprentissages. Ouais, c'est un peu j'ai toujours considéré ça un peu comme une faiblesse de mon profil, que j'ai jamais créé ma propre société et que j'ai jamais vraiment fait ce parcours, je dirais, d'entrepreneur, que ce soit dans la tech ou autre, et j'ai toujours eu
ouais, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que les entrepreneurs te perçoivent aussi en tant que personne qui gère un incubateur alors que tu n'as jamais créé ta boîte, quoi. On voit souvent des modèles à l'étranger où c'est des serial entrepreneurs, surtout dans les modèles anglo-saxons, qui lancent des incubateurs, qui lancent des accélérateurs, etc. et qui appuient ce modèle sur leur réseau, sur leur expérience qu'ils ont vécue en tant qu'entrepreneurs. Bien sûr. Maintenant, en Europe, c'est pas forcément toujours le cas. Donc après, quand tu commences à voir des modèles aussi à l'étranger, tu vois que t'es pas le seul dans cette situation. Donc tu te dis, ok, c'est peut-être pas forcément toujours nécessaire. Et après, tu fais de ton mieux, quoi. Ouais, c'est pas forcément les mêmes compétences pour toi, justement, entre diriger un incubateur et être entrepreneur. Est-ce que tu penses que c'est des compétences qui sont différentes? C'est des compétences. Oui, un entrepreneur, dans notre cas, nous, en plus, on est un incubateur générique, donc on n'est pas spécialisé sur un secteur, on n'est pas. Donc, en gros, on a affaire à des entrepreneurs qui sont dans des domaines très variés. Donc, ça peut être du digital health, ça peut être du space, ça peut être de l'environnement, des matériaux, ça peut être très technique, etc. Donc, c'est clair que pour nous, en tant qu'équipe, on est une petite équipe, on est 6 aujourd'hui dans l'incubateur, dont 4 qui s'occupent beaucoup plus par rapport aux dossiers qu'on reçoit. Donc c'est clair qu'on ne peut pas maîtriser tous les secteurs, tous les domaines, etc. Donc nous, on est plus là pour les challenger, leur poser des questions, je dirais, pour dérisquer leur projet, en fait. Et après, ça ne veut pas dire que si vous intégrez le Technoport, que automatiquement, ça va devenir un succès. On a aussi eu beaucoup de dossiers qui n'ont pas réussi. Mais ça, ça fait partie du jeu, à mon avis. Justement, je rebondis là-dessus. Tu dois la connaître, cette citation, mais je ne sais pas si c'est une vraie citation. Mais on dit que 10%, seulement 10% des startups réussissent. Moi, j'ai vu une stat comme quoi 50% des startups qui étaient passées par le Technoport sortaient en fait de l'incubateur. Et une sortie, pour vous, c'est une sortie qui, en général, quand la société sort de l'incubateur, c'est qu'elle a réussi. Donc, en fait, vous avez un ratio plus élevé de réussite. Ouais. Comment tu peux l'expliquer déjà, est-ce que tu es d'accord avec le chiffre avec ces chiffres, et comment tu peux l'expliquer? Alors, oui, 10%, je ne sais pas si c'est au niveau des incubateurs ou si c'est plutôt au niveau des fonds d'investissement ou des investisseurs qui investissent dans des startups. C'est vrai que ça revient souvent. Alors, je crois qu'il y a différents niveaux d'analyse qu'on peut appliquer. C'est le nombre de dossiers qui postulent pour entrer dans le Technoport et le nombre ensuite que nous, on accepte. Donc là, on tourne autour de, je dirais, 8 à 10%. Donc, ce n'est pas que tout le monde qui applique chez nous, automatiquement, va intégrer la structure. Donc là, il y a un filtre qui se fait, ou un essaimage, comme on dit. Ensuite, sur les sociétés qui sont hébergées, là où il y a aussi un certain ratio qui réussit ou qui doit arrêter parce que le marché ne prend pas comme elles avaient prévu, etc. Donc là, on avait fait les calculs récemment. Donc on a, sur toute la durée du Technoport, donc ça fait quand même 25 ans qu'on existe, on a accepté environ 180 boîtes. Sur ces 180, il y en a 103 qui sont sortis. Comme tu disais toi, comme on dit, peut-être elles ne volent pas toutes, mais elles sortent. Donc il y en a certaines qui ont vraiment des cycles de développement comme quand on parle de start-up, donc c'est des hockey sticks, donc c'est forte croissance, etc. Il y en a d'autres qui restent des petites réalités, donc c'est des équipes de 5 à 15 personnes. Mais pour moi, ça a tout aussi son intérêt qu'une grosse boîte qui se développe à 400 personnes. Du moment qu'il y a de l'innovation, que les clients sont satisfaits, etc., pour moi, elle crée de la valeur autant que l'autre. Peut-être on parle dans les mêmes volumes, mais c'est souvent aussi des beaux projets, quoi. Et après, là, on a fait le calcul sur les 103. Souvent, on nous pose la question, oui, mais combien sont encore vivantes de ces 103 Donc, toujours opérationnelles. Donc là, on avait fait le test et je crois qu'on arrive à 70 boîtes qui sont encore actives d'une façon ou d'une autre. Rentable, économiquement viable. Économiquement sur le marché encore. Donc, donc on n'a pas la vue de tous les comptes financiers de ces sociétés, mais je dirais elles sont toujours là. Donc pour nous, ça, c'est vraiment un des ratios qu'on regarde. Et quand on regarde certaines de ces sociétés, c'est quand même des belles réalités aussi.
Ok, et justement, c'est quoi les critères de sélection? Donc là, tu dis 8-10% de sociétés qui vont être acceptées sur dossier. C'est quoi un peu vos critères de sélection? Alors, je ne sais pas s'ils sont officiels, si je vais sur le site internet, ils doivent être connus, mais... Oui, tu les trouves sur le site aussi. Donc nous, on regarde surtout l'aspect technologique, l'aspect innovant, pour faire le premier tri. Prends l'exemple, tu nous contactes demain pour rentrer dans l'incubateur. Ben là, on va te demander d'expliquer un peu ce que tu veux faire. Oui, ça peut aussi être une description sur 2 pages, etc. Mais là, on regarde surtout ces 2 aspects-là. Donc, la technologie et l'innovation. Et après, on a un processus qui peut être plus ou moins long. Donc, ça dépend un peu aussi des porteurs de projets, s'ils sont prêts ou s'ils sont encore en phase vraiment de validation de leur concept. Donc, ça, c'est une phase qui normalement dure entre 1 à 4, voire 6 mois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent aussi et qui sont pas encore indépendants, donc ils travaillent encore en parallèle. Et donc pour eux, cette phase-là, c'est aussi une phase pour les rassurer avant de faire le pas et de vraiment se lancer en tant qu'entrepreneur. Et donc dans ces 4 mois-là, c'est vraiment la phase où, comme je disais avant, on pose des questions qui sont peut-être moins technologiques, qui sont plus business en fait, donc quel est vraiment le problème que vous voulez résoudre, etc. Et pendant cette phase-là, on essaie aussi d'évaluer l'équipe qu'il y a derrière, le potentiel, est-ce qu'il y a vraiment les moyens aussi pour réaliser le projet en tant que tel. Et en fin de compte, c'est une décision que l'entrepreneur prend aussi. Hein. Donc on a eu des cas où nous, on aurait été prêts d'accepter le projet, mais l'entrepreneur s'est dit non, j'y vais pas. On a eu des cas où, au bout des 4 mois, ils ont décidé d'aller dans une autre structure aussi. Donc, ça fait partie du jeu. Et après, il y a eu des cas où le marché a dit non, quoi. Dans les discussions qu'ils ont eues avec des potentiels prospects, eh ben, ça a pas pris, quoi. Donc, c'est intéressant, dans le processus de sélection, tu parles de la sélection d'une équipe, parce qu'en fait, souvent, on se dit que le projet, il est aussi au niveau de l'équipe. Moi, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur des VC, donc des gens qui font les Kima Partners, etc. Ouais. Et ils parlent beaucoup d'une intuition, d'un feeling, ou de trucs qu'ils regardent justement dans ces équipes, chez les humains, en fait, et qui leur font se dire... Alors, parce qu'il y a toujours une sorte de pari... Il y a le pari que tu prends avec le Technoport, mais il y a aussi le pari, toi, ton feeling à toi, en 20 ans à faire ce métier. Est-ce que tu as développé justement ce feeling-là? Qu'est-ce que tu regardes, toi, au moment de la sélection des gens? Oui, il y a un peu de ce feeling, ce gut feeling dont les gens parlent. Bah, c'est surtout, tu regardes un peu comment les personnes se comportent et comment ils absorbent des feedbacks, comment ils écoutent, quoi, aussi. Je crois que une des caractéristiques des entrepreneurs qui, à mon avis, réussissent, c'est aussi d'être à l'écoute, de pas simplement foncer la tête baissée et dire ma vision c'est la bonne et il faut qu'on y aille, quoi. Il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y en avait même un que vous avez eu dans le podcast récemment. Il faut qu'ils pivotent aussi parfois. Donc si tu vois qu'ils sont prêts à pivoter, tu te dis déjà, ok, c'est des personnes qui sont ouvertes au feedback, qui sont ouvertes à écouter le marché. Ouais. Et c'est souvent ça qui fait aussi un peu la différence par rapport à celles qui restent un peu trop cloisonnées dans leur vision des choses, quoi. Ça, c'est au niveau du fondateur ou de la fondatrice. Et après, toi, tu vois toujours qu'une personne ou tu vois l'équipe? Non, normalement, dans la phase de sélection, on voit l'équipe fondatrice, en fait. Après, parfois, on a si le fondateur c'est déjà... doté d'une équipe staffée, voilà, donc tu as l'occasion de rencontrer aussi ces gens-là. Mais c'est pas forcément sur ces personnes-là qu'on a le gut feeling, en fait. Ok, et sur le collectif, la façon dont ils sont collectivement ensemble, il y a un truc que tu regardes, par exemple, quand tu as des cofondateurs, les cofondateurs, c'est quand même encore un autre modèle. Tu as des cofondateurs, qu'est-ce que tu poses comme question quand tu les vois tous les deux face à toi? Là, c'est aussi un aspect d'observation, en fait. C'est vraiment regarder comment ils interagissent, comment ils se partagent les rôles. Est-ce qu'il y a des frictions dans les retours de réponses qu'on reçoit? Parfois, c'est très intéressant. Tu en as un qui te répond d'une façon et l'autre qui interagit, il dit ouais, moi je vois ça un peu différemment, etc.
Donc là, tu vois aussi jusqu'où est-ce qu'ils ont déjà bien délimité toutes les questions critiques aussi. Parce que bon, quand tu es cofondateur, il y a, je me rappelle des dossiers, ils étaient 5 au démarrage. C'est normal qu'à un certain moment, tes intérêts personnels changent dans ton parcours entrepreneurial, dans ton parcours privé. Et donc, on a vu des projets en fait où l'équipe de 5, à un certain moment, s'est réduite à 3, 2, et après, il était plus que seul, un des entrepreneurs. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'il faut gérer et qu'il faut. Donc là, on apprend nous aussi sur les modèles, sur les projets qu'on reçoit, et on essaye de rendre cette information aussi aux nouveaux entrepreneurs qui viennent, en leur disant, ben voilà, si vous êtes 3, 4, essayez de régler certaines questions dès le départ, même si elles sont pénibles. C'est comment est-ce que je sors si je suis plus, j'adhère plus à la philosophie, etc. Donc des trucs de ce type-là, quoi. D'accord, donc c'est pas un warning, c'est pas un showstopper. Mais par contre, quand tu l'identifies, tu les alertes sur le fait qu'il va falloir trouver un mécanisme d'arbitrage pour que l'entité soit pas en péril en cas de désaccord, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Ok. Après, il faut dire aussi, nous, on prend pas de participation dans ces sociétés. Bien sûr. Donc on a juste un rôle d'accompagnateur, on peut leur donner des feedbacks, etc. Mais après, c'est leur show, en fait. Donc je dirais le succès, je ne sais pas si ça sera une question ou non, mais l'utilité des structures comme la nôtre, à un certain moment, oui, on les aide, on les accompagne, etc. Mais les réussites, c'est quand même les réussites des entrepreneurs. C'est pas nos réussites à nous. Mais justement, est-ce que tu pourrais décrire un peu le rôle du Technoport, voilà, quel type de service ou de conseils vous apportez aux startups? Salut, on vient de couper la vidéo, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas présenté, donc on va prendre 30 secondes, 10 minutes de ton temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance, propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que tu es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Ciao. Alors, oui, il faut aussi peut-être clarifier des définitions. Donc nous, incubateur, c'est pas un accélérateur. Donc souvent on confond aussi les choses. Donc un accélérateur, normalement, il fonctionne sur des appels à candidature ou à projet. Il est délimité dans le temps, il prend des cohortes, il fait des programmes très structurés. Et au bout de 6 mois, par exemple, il change de cohorte. Donc, il y a une rotation relativement forte dans ce genre de programmation. Un incubateur, il est plus dans la durée. Donc là, il y a normalement, quand on parle d'incubateur, il y a 3 dimensions. Il y a la partie coaching. De ce que je parlais avant, c'est vraiment de les challenger, voir un peu comment ils veulent monter leur structure, quel type de solutions ils veulent offrir ou de produits. Les aider plus à rencontrer des prospects, des partenaires, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est la dimension networking, réseau. Et le troisième volet, c'est toute la partie infrastructure. Donc là, c'est vraiment le modèle plug and play. Donc tu viens, tu plugues ton PC, et après tu n'as plus à te tracasser sur quel est mon abonnement Internet, est-ce que je dois avoir une femme de ménage, quelles sont les charges, etc. externes. Et là, on essaie d'avoir un module, un package, je dirais, global, où l'entrepreneur arrive et il paye un fee mensuel et il a tout inclus dans ce fee, quoi. Donc, après, il y a d'autres avantages. On a une flexibilité sur la surface aussi. Donc, il y a des sociétés qui commencent avec 25 mètres carrés, qui grandissent à 50, qui vont jusqu'à 100. Pendant la pandémie, il y a eu des sociétés qui nous ont dit il faut qu'on réduise la voilure. Donc, on a repris les surfaces jusqu'à une certaine limite. Donc là, on est beaucoup plus flexible que, je dirais, des modèles probablement qui sont sur le marché traditionnel.
On a des conditions aussi, on ne demande pas de garantie bancaire, on a des contrats qui démarrent à 3 ans, mais après, on peut sortir à tout instant avec 3 mois de préavis. Donc, on essaye de se mettre à la place d'un entrepreneur qui démarre en disant, voilà, quels sont les aspects qui lui rendent la vie le plus facile. Justement, c'est quoi les questions pour un jeune entrepreneur, par exemple, qui doit se poser pour répondre à la question, est-ce que je dois me faire incuber ou pas? En fait, c'est quoi les bonnes questions à se poser et comment y répondre? Alors, moi, j'ai l'impression qu'un incubateur peut quand même être un levier, en fait. Donc, pour chaque entrepreneur qui décide de se lancer, il faut aussi voir la maturité, en fait, je dirais, de l'expérience entrepreneuriale que la personne a. Il y a certains qui, à un certain moment, lorsqu'ils en ont créé 2, 3, 4, ils se disent aussi, bon, je peux le faire dans des structures différentes. Mais on voit quand même aussi qu'il y a des entrepreneurs qui reviennent. Donc ça, pour moi, c'est le top parce que, 1, on connaît déjà l'entrepreneur. 2, on sait déjà qu'il a dû apprécier en fait l'infrastructure et aussi tout l'écosystème parce que sinon il ne serait pas revenu. Bien sûr. Et après, c'est plus une question où se localiser. Aujourd'hui, dans l'écosystème luxembourgeois, il y a quand même je ne sais plus exactement le chiffre, mais il doit y en avoir 8 au total de structures comme la nôtre. Et là, il faut que lui aussi fasse son homework, donc ses devoirs à domicile, du deal. Quelle est la structure la plus adaptée pour moi? Qui me propose le plus par rapport à ce que j'ai besoin? Donc, et on essaie toujours de demander aussi aux entrepreneurs qu'on rencontre, c'est quels sont les éléments sur lesquels lui, il s'attend à un support spécifique de la part de l'incubateur. Donc, est-ce que c'est sur le recrutement? Est-ce que c'est sur challenger sa stratégie commerciale? Est-ce que c'est le mettre en relation avec des partenaires, etc. À un certain moment, il y a aussi des dossiers où on doit être franc avec nous-mêmes en disant on ne peut pas t'aider. Ouais. On n'est pas doté avec les services ou les réseaux que tu recherches. D'accord. Un exemple, vas-y. Ouais, un exemple, c'est tout ce qui est fintech aujourd'hui. Ouais. Nous, on ne touche plus. Il y a la Loft qui le fait. Et il y a 5 ans, quand ils ont été créés, nous, on a très vite décidé d'arrêter de faire du fintech parce qu'on s'est dit ils sont dédiés à du fintech, donc on ne va jamais pouvoir avoir les mêmes réseaux, les mêmes compétences que... Quoi. C'est intéressant ce passage sur la partie industrie. Moi, j'avais une question par rapport au Luxembourg. Au Luxembourg, on a une image à l'extérieur du pays où on est spécialiste de la finance et de différents trucs. Mais nous, on sait, en travaillant avec plein d'autres sociétés, qu'en fait, la finance, c'est une partie, mais il y a plein d'autres choses. Ouais. Sur la partie tech et incubateur, à Paris notamment, on voit des food tech, des trucs, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est vraiment en avance, où là, le Luxembourg, il tue le match international? Et est-ce qu'il y a des secteurs où il y a un trou, je sais pas, par exemple food tech, je connais pas trop, où il y a un trou où on se dit, ici, on n'y arrive pas, en fait. Et pourquoi? Alors, FoodTech, j'avais vu un projet il y a quelques années. Je ne me rappelle plus si c'était juste avant la pandémie. Food for All, non? Non, je voulais dire d'un entrepreneur qui voulait monter une structure pour aider les gens qui voulaient se lancer dans la FoodTech, donc avec des cuisines équipées, partagées, etc. Je ne crois pas qu'il se soit réalisé. Mais oui, ce n'est pas un secteur, je dirais, qui sort du lot pour le Luxembourg. Nous, ce qu'on voit de notre côté, c'est sur les 5 dernières années, il y a vraiment eu un boom dans la partie space. Alors, c'est un match très osé, je dirais, parce que moi, il y a 5 ans, vous m'auriez demandé est-ce que tu crois dans la partie space? J'aurais quand même émis des doutes. Aujourd'hui, les doutes, c'est pas forcément sur la capacité d'attirer des entrepreneurs dans ce secteur-là au Luxembourg, parce que je crois que l'écosystème s'est bien développé, il y a les aides, il y a des structures d'accompagnement, etc. Il y a des experts aussi dans ce domaine-là. Le doute que j'ai aujourd'hui, c'est plus sur la viabilité de certaines sociétés qui sont dans ce secteur, parce que c'est quand même des secteurs relativement risqués.
long terme, visionnaire. Donc c'est vraiment... Un capex important avec des probabilités de succès faibles. Voilà. Et ça, c'est lié au fait qu'il y avait des SESA. Enfin, pourquoi le Luxembourg particulièrement? Ouais, je crois que c'est dû surtout par rapport à cette initiative Space Resources qui a été lancée il y a je ne sais plus combien d'années, 6 ou un peu plus, où ils ont créé en fait un gros buzz autour de Luxembourg par rapport à ce droit d'exploiter les ressources spatiales, où le Luxembourg a commencé à devenir visible par rapport au monde entier. Et ensuite, il y a eu la création de la Luxembourg Space Agency qui fête aussi ses 5 ans cette année. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est construit autour. Il y a aujourd'hui, ce qu'il faut aussi peut-être préciser par rapport aux demandes que nous, on reçoit au niveau du Technoport, sur le deal flow annuel, il y a quand même 50% qui viennent de l'étranger. Hein. Et, donc, quand je dis étranger, ce n'est pas la grande région, c'est vraiment États-Unis, Asie, Afrique, etc. Et il y a une grosse proportion qui viennent dans le secteur space. Ok. Donc, et il y a un trou, et il y a une industrie où, pour le coup, là, tu dis, on aimerait bien voir des entrepreneurs dans ce secteur-là, mais en fait, on n'y arrive pas, personne vient, il n'y a pas de porteur de projet. Non, c'est pas forcément... vu qu'on est générique, on n'a pas un intérêt plus poussé que d'autres. Dernièrement, on voit plus de projets dans le domaine médical. Ouais. Des projets sympas, donc c'est pas forcément le développement de nouveaux médicaments, etc. C'est vraiment des applications software, hardware pour le secteur médical. Donc ça... Moi, je dis, c'est toujours intéressant quand tu découvres des nouveaux secteurs. On a découvert des secteurs comme la musique en faisant des hackathons. On a découvert des secteurs comme le gaming aussi. Donc ça, c'est, à mon avis, aussi une des forces de notre modèle. En étant générique, tu peux, j'aime pas trop le terme, mais surfer des vagues qui se présentent et rester ouvert, en fait, un peu à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on essaie de s'adapter relativement vite aussi à ces nouveaux trends qui émergent en fait à un certain moment. Ok. Sachant que les startups qui viennent à Luxembourg, en général, le marché n'est pas Luxembourg. Ça peut être un marché de début, mais souvent le marché va être plus grand. Ouais. Comment vous les accompagnez justement est-ce que vous les accompagnez déjà à aller à l'international? Et comment elles voient ça? Elles voient le Luxembourg pour être un terrain où elles vont tester et ensuite aller à l'international. Comment ça se passe pour toi ça? Oui, alors ça c'est une grosse, c'est une faiblesse en fait du modèle aujourd'hui. Alors effectivement, le marché luxembourgeois est relativement petit ou même pas existant pour certaines de ces entreprises. Je me rappelle une des premières sorties du Technoport, c'était LuxScan Technologies qui fête aussi ses 25 ans cette année, donc qui est toujours opérationnel avec des labos et du développement ici au Luxembourg. Eux font des scanners pour l'industrie du bois. Donc le premier scanner qu'ils ont vendu, c'était en Nouvelle-Zélande. Ils n'ont jamais vendu une pièce, à ma connaissance, ici au Luxembourg. Donc on n'a pas eu les capacités de les accompagner sur la partie, je dirais, à les vendre en Nouvelle-Zélande. Là, c'était, je dirais, en plus, c'était en 2001. Donc on venait aussi de démarrer 3 ans avant. Donc on n'était pas encore doté des contacts qu'il fallait. Nous, ce qu'on a essayé de faire sur les 20 dernières années, je dirais, c'est vraiment d'exploiter un maximum les réseaux internationaux d'incubateurs ou de parcs scientifiques. Donc, il y a 2 gros réseaux. C'est EBN, qui est plutôt un réseau européen. Donc, il y a environ 150 membres pan-européens. Il y a quelques pays qui sortent un peu de l'Europe, mais... et là, c'est vraiment créer en fait ces connexions personnelles aussi avec des structures étrangères. Et quand on sait qu'il y a un entrepreneur qui veut aller dans certains pays, et d'essayer d'activer ces contacts en disant voilà, on a un entrepreneur qui aimerait bien s'installer en Espagne, s'installer en Allemagne. Qui est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous pouvez les accompagner, etc. On n'aura jamais la même connaissance que ces structures qui sont localement installées. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Et ça marche dans l'autre sens, ouais. Il y a des pays avec lesquels vous avez des relations particulièrement bonnes? Non, il n'y en a pas vraiment qui sort du lot. Je dirais, on a vraiment un bon mix. Vraiment un bon mix. Ouais. Après, c'est clair que souvent, elles vont surtout UK, US.
Donc là aussi, on a essayé de se greffer sur des réseaux comme INBIA, qui est le réseau nord-américain, en fait, de tout ce qui est incubateur. Et après, il y a ce gros réseau international de parcs scientifiques qui, lui, englobe, en fait, quasiment plus de 300 membres à travers le monde. Et donc là, tu peux même activer des réseaux à Singapour, Corée, Japon, Afrique du Sud, etc. Donc c'est avec ces leviers-là qu'on essaye de jouer. C'est quoi la mise en relation la plus surprenante ou un peu, on va dire, différente que tu as pu faire, justement? Là, tu parlais de Nouvelle-Zélande. Non, alors des pays où tu penses pas forcément. Ouais, voilà. Au début, c'était par exemple la République tchèque, la Pologne. On a eu, après l'Amérique latine aussi, certains pays. Et l'Asie. L'Asie, oui. L'Asie, pour la tech, c'est clair que c'est quand même un marché intéressant. Mais c'est quand même... Ce qui est intéressant dans des métiers comme le nôtre aussi, c'est cette différence culturelle qu'il faut découvrir et aussi naviguer dedans, quoi. Comment vous faites ça? Tu apprends un peu sur le tas, tu essaies de te documenter, tu parles à des entrepreneurs qui y vont, donc c'est intéressant aussi à voir ces sociétés qui se développent et qui commencent à développer des marchés en Asie, etc. Quand tu as des échanges avec elles, tu essayes de récupérer un maximum d'informations du style, comment tu as géré ces deals au Japon ou en Asie. Okay. Et souvent, ils sont très ouverts à partager leur expérience. Donc, tu apprends avec des expériences des autres aussi. Ok. Et tu as des exemples là, de startups que vous avez incubées où tu t'es dit, les mecs, ils ont cartonné, c'est une idée brillante, tu vois, et ça a amené à un succès. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué comme ça au cours des 25 ans où tu te dis, ah ouais, quand même, là, ce qu'ils ont fait, c'est assez dingue, quoi. Oui, alors j'ai parlé de Luxcan avant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une des premières que j'ai rencontrées lorsque j'ai commencé à travailler au Technoport, mais elle m'est restée à cœur, en fait, comme société. Donc, c'est vraiment des ingénieurs du secteur du bois qui ont développé des machines, des équipements où il y a de la tech dedans parce que c'est des capteurs, c'est des scanners, c'est des caméras, etc. qui doivent traiter de l'image en flux réel à une vitesse impressionnante. Quand tu vois des vidéos de leurs machines qui sont sur des chaînes de production, tu te dis vraiment, waouh, là, s'il y a un pépin, la ligne se bloque et donc, quand tu sais qu'ils ont des clients comme Ikea, Velux, etc., donc tu vois aussi qu'ils ont quand même créé de la valeur à des groupes internationaux. Et ils restent toujours à la pointe de l'innovation parce que là, maintenant, récemment, ils m'ont dit que pendant le Covid, ils ont intégré des modules AI pour optimiser ultérieurement ces machines. Donc, des boîtes de ce type-là, définitivement. Donc, ça, c'est vraiment des sociétés que j'aime parce que elles ont aussi créé des produits physiques. Donc, d'autres, c'est des sociétés comme... il y en a quelques-unes. Hein. Il y a TadaWeb, il y a RCDev, etc. Ouais. Donc, c'est des... Talkwalker, il y a même OAT récemment qui a été racheté par un groupe japonais. Les gens n'en entendent pas forcément parler ici au Luxembourg, mais c'est quand même des belles réalités. C'est des sociétés qui ont quand même un certain nombre d'employés et qui souvent naviguent sous le radar. Vous avez eu Passbold, c'est un autre bel exemple. Donc, voilà. Et justement, tu as réussi à identifier des patterns où tu sais maintenant, dans les premiers moments où tu les croises, que ça va cartonner. Non. Okay. Non, des patterns. Non, je peux revenir à ce que je disais tantôt. Peut-être tu peux dérisquer le projet en analysant un peu le comportement des individus, en voyant s'ils sont ouverts ou non, mais tu peux difficilement voir s'ils sont prêts à gérer le stress que ça implique d'être entrepreneur et de partir dans des cycles on parle souvent des roller coasters, là, donc des montées et descentes. Vous le connaissez certainement aussi en tant qu'entrepreneur, mais donc est-ce qu'ils sont prêts en fait aussi émotionnellement à faire ce parcours-là?
Ça, tu peux pas le voir au début. Donc, ça, c'est quelque chose, je crois, que chacun doit vivre lui-même et passer à travers. Après, oui, tu peux détecter des éléments si tu vois que l'équipe qu'ils construisent est vraiment solide, si tu vois que les investisseurs suivent, si tu vois que le marché prend, etc. À un certain moment, tu vois qu'il y a des dynamiques qui s'installent qui te laissent croire que ça va aller. Mais on a eu des boîtes qui ont levé des gros montants d'argent externe, mais qui se sont cassés la figure. Donc, tu n'as pas la recette magique, à mon avis. C'est intéressant là-dessus, parce que donc, dans les VC, ils ont des participations. Ouais. Et donc, du coup, souvent, c'est eux qui tirent la prise. Bon, allez, on arrête, on va arrêter. Vous avez un rôle particulier, c'est le rôle d'accompagnant. Ouais. Donc, du coup, vous donnez des conseils, mais à la rigueur, tant qu'ils payent votre facture, vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe à cet endroit-là. Toi, à partir de quel moment ton conseil devient et si on arrêtait? En fait, c'est quoi les choses, alors même si tu peux pas forcément te le permettre, mais toi, si tu devais analyser ça, c'est quoi les voyants que toi tu regardes et tu dis, voilà, il faut arrêter. Alors, je crois qu'il y en a deux principaux. C'est un, s'ils commencent à dévier du plan qu'ils avaient. Alors, quand je dis dévier, je parle pas de pivoter. Hein, donc, s'ils doivent pivoter, ça, c'est OK. Mais si, par exemple, on nous vend que l'entrepreneur veut développer un nouveau produit ou un nouveau logiciel et au bout d'un certain moment, tu vois qu'il fait que du conseil, là, notre rôle n'est plus notre rôle, en fait. Donc là, on a eu dans le passé, des dossiers où on a dit, écoute, c'est pas un jugement négatif par rapport à l'activité qu'il fait. Tu deviens une boîte de service et donc c'est autre chose. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus ta place au niveau du Technoport. On a eu des dossiers qui ont commencé avec du conseil aussi pour s'autofinancer. Ouais. Donc ça fait partie en fait d'un modèle de développement d'entreprise. Mais à un certain moment, on aimerait bien quand même que la partie produit ou service dédié ou développé en interne prenne le dessus. En fait. Okay. Donc dans le passé, on a eu des cas où on a arrêté la collaboration en disant voilà, là on n'est plus aligné, il faut qu'on arrête. On a eu des cas où ça allait plus avec l'entrepreneur. Donc là, il faut à un certain moment aussi être OK et dire OK, on arrête, ça va plus la collaboration. Et des cas aussi où si on voit que la relation devient toxique aussi pour l'écosystème, que ça pourrait avoir des connotations négatives ou des retours négatifs aussi sur les autres sociétés, là aussi tu tires la prise. Quoi. Ok. Et donc ça c'est tu tires la prise sur la relation entre vous et eux. Ouais. Et à quel moment eux tu leur dis les gars on vous adore mais en fait votre truc là ça marche plus, il faut liquider, il faut arrêter le projet. Ça tu le on va pas dire, on va pas jusqu'à dire il faut que vous arrêtez, etc. On essaie de leur ouvrir les yeux. Okay. Ça oui. Mais je dirais ça c'est dans des discussions, c'est souvent et c'est pas toujours des discussions faciles hein, parce que c'est quand même le gars qui a investi son temps, son énergie, son argent et lui dire écoute on croit plus vraiment que t'as assez de potentiel pour développer. C'est pas évident et il y en a qui le prennent de façon bien, je dirais il y en a d'autres qui t'écoutent pas et là c'est eux qui rentrent dans le mur après. Donc, c'est leur décision. Et c'est une partie des dossiers qui n'ont pas réussi au niveau du Technoport, c'est ceux-là qui et les paramètres qui toi t'alertent, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que tu vas regarder pour te faire ton idée toi que ce truc-là il arrive au bout en fin de cycle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la trésor, tu regardes le turnover, tu regardes. Qu'est-ce qui? C'est la trésor, c'est un peu le comportement de l'entrepreneur. Tu le vois aussi dans son état d'esprit, s'il est positif, s'il commence à devenir un peu plus négatif. Il y a des critères que tu peux ressentir en fait. Ouais. Après, c'est dans le discours aussi. S'il commence à taper sur les prospects qu'il rencontre en disant qu'ils comprennent rien, etc. Tu commences à lui poser la question, oui, mais si tu as ce type de retour systématiquement, est-ce que c'est peut-être pas le produit qui est pas adapté, etc. Donc là, oui, c'est... et après, c'est sur les modèles de financement aussi. C'est effectivement ça, c'est la trésorerie, comment ils gèrent le truc.
parfois, tu as des dossiers qui sont techniquement solides. Le produit tient la route. Il a des clients, mais les clients payent à 90 à 120 jours. Un problème de BFR. Et c'est ça qui tue le projet. Et là, oui, tu peux pas faire grand-chose, hein, je dirais. Et justement, c'est une question assez classique, mais je pense que c'est intéressant de te la poser. Mais c'est quoi les raisons principales pour toi des échecs des startups? Et les trois causes majeures, par exemple, qui font que ça se plante? Ouais, fonds de roulement, je crois que c'est un des... BFR, la trésorerie. La trésorerie. Ensuite, ça revient de nouveau à ce que je disais avant, capacité de pivoter ou non. Bon, après, il y a certains dossiers qui ont été impactés par les crises qu'on a eues les dernières années. Hein. Après, c'est toujours, est-ce que c'est la crise qui a simplement accéléré l'échec ou est-ce que c'est la crise qui a vraiment mis en défaut le projet? Je crois que dans certains cas, c'est un peu les deux. Dans d'autres, c'est plutôt l'un par rapport à l'autre. Donc, mais c'est ça, c'est les deux principaux critères, je dirais. Là, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en solopreneur, entrepreneur, etc. Il y a une espèce de tendance qui consiste à dire que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision sur ce truc-là? Non, c'est pas pour tout le monde. Non. Parce que... non, je crois pas, parce que après, être indépendant et faire du conseil, du coaching, je dirais, tu gères ton temps, tu gères tes risques, etc. Mais je dirais que quand tu commences à créer une équipe, à devoir payer des salaires, à devoir payer, des familles derrière aussi. Donc, je crois que là, à un certain moment, si ça va mal, ça peut te toucher aussi émotionnellement et te créer des stress personnels que pas tout le monde est fait pour gérer. Hein. Donc, je crois que là, ça, c'est peut-être un autre élément à rajouter, c'est la capacité à gérer ces pressions en tant qu'entrepreneur. Si tu montes des boîtes qui font une vingtaine de personnes ou même plus, quoi. Il y a des entrepreneurs qui m'ont dit, Diego, moi, je suis quelqu'un qui aime développer des projets, mais quand ça commence à devenir une routine, à devoir scaler, etc., c'est plus pour moi. Mais là, c'est plus le côté, il s'amuse plus. Donc, il recrée quelque chose de from scratch. Donc, tu vois aussi que les profils des personnes, c'est quand même très variable. Donc, je ne crois pas que tout le monde est fait pour être entrepreneur. Non. D'accord. Et au niveau des profils, justement, de ces personnes, donc, tu as celui qui fait 0 à 1, donc celui ou celle, lanceur de projet. Donc, ceux-là, donc, c'est des personnes, si je comprends bien, qui sont dans cette espèce d'énergie de l'arrachage du démarrage. Et après, c'est quoi les autres profils? Enfin, comment tu... Après, c'est typiquement quand tu arrives à des stades où tu es à une vingtaine, où tu veux monter à une cinquantaine, où tu veux vraiment développer des grosses structures. Je pense que là, certains entrepreneurs l'ont fait. Ils se disent, OK, c'est plus mes compétences, donc je dois recruter quelqu'un qui est plutôt un profil C-level, je dirais. Donc, quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a développé des structures dans son passé ou parcours professionnel, et qui est plus dans un mode manager, plus... gestionnaire. Oui, CEO embauché, quoi. Voilà, gestionnaire, voilà. D'accord. Et donc ça, c'est une transition qui se fait assez naturellement à partir d'une certaine taille. Oui, mais à partir d'une certaine taille, il faut que tu te poses ces questions-là. Est-ce que tu es toujours dans ton rôle en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça te plaît toujours? Est-ce que tu veux croître dans ce rôle-là et prendre des nouveaux défis, ou est-ce que tu te dis non, c'est pas fait pour moi et je dois me doter de quelqu'un à mes côtés, quoi. C'est pour ça que l'équipe souvent est importante, parce que tu vois que tu as des profils différents. Tu as un technique et tu as un qui est plus dans le business development, et parfois tu vois que dans des équipes il y a un profil qui se retire à un certain moment parce qu'il voit que l'entreprise vole de ses propres ailes, certainement. Donc il sort. Et toi, en 25 ans, ça t'a titillé un peu de te lancer aussi? À quel moment, sur quel type de projet, et pourquoi tu n'y es pas allé, si jamais c'est arrivé? Oui. Alors, j'ai vu des projets où je me suis dit, c'est sympa de les rejoindre. T'ont proposé? Enfin, je veux dire, t'as eu ce genre de proposition, ok. Non, et pour être franc, j'ai pas non plus sondé. Pourquoi je l'ai pas fait?
Je sais pas, peut-être que je me sentais pas prêt ou oui, c'était peut-être pas le moment aussi au niveau perso, etc. Donc c'est à un certain moment, c'est des choix. Me lancer moi-même en tant qu'entrepreneur sur un projet techno, j'y ai jamais pensé parce que j'ai pas un profil techno en fait. Donc il aurait fallu que je trouve vraiment le gars qui vienne et qui dise ouais, je cherche vraiment un profil comme le tien mais ça c'est pas arrivé non plus. Donc tu dis que t'as pas un profil techno, mais du coup t'as un profil quoi? J'ai fait Sciences Éco en fait. Ok. Donc toi t'as le profil business. Oui. Et tu dis pour pouvoir le faire déjà il te manque déjà un CTO. Quoi. Exact. Voilà. Ok. Exact. Voilà. Donc pour toi, startup, c'est forcément une innovation techno derrière, par exemple? Enfin, en tout cas, j'imagine. Je suis dans ce domaine-là, donc j'ai plus tendance à avoir des dossiers dans ce secteur-là. C'est clair que c'est pas que ça. Hein, donc, alors, oui et non. Startup, pour moi, si on revient un peu à la définition, parce que avant tu disais chacun est entrepreneur, etc. Ça aussi, c'est une tendance, et que chacun se met le label de startup, alors que non. Par définition, une startup, normalement, c'est quelque chose qui doit croître rapidement. Donc, c'est technologique, avec une croissance d'une certaine dynamique. Et à un certain moment, il faut aussi arrêter de dire qu'on est une start-up alors qu'on est juste une jeune entreprise. On est une entreprise, et tu peux être une entreprise innovante, mais tu n'es pas forcément dans la définition d'une start-up en fait. Donc non, je sais qu'il y a aussi autre chose par rapport à ce monde-là, mais je suis peut-être moins impliqué dans ce monde-là. Donc j'ai pas forcément vu des projets non techno qui m'auraient incité à dire ok, je me lance quoi. Et ça serait quoi les paramètres d'un projet qui te ressemblerait? C'est un truc où tu te dirais voilà, c'est le truc, ça aurait quels paramètres? Alors dernièrement, je dois dire, quand je vois ces projets dans le domaine de la santé, c'est quelque chose où je me dis ah ouais, parce que tu développes quelque chose qui a un impact aussi sur la santé, sur l'être humain quoi. Donc, ce type de projet-là. Après, il y a d'autres projets aussi, mais qui ne sont pas forcément au Luxembourg, que j'ai eu l'occasion de voir et de suivre un peu, qui ont un impact sur un peu toute la partie environnement. Quand tu creuses un peu, comme sur tout ce qui est pollution, etc., il y a des super projets qui existent où tu te dis, ouais, là, ce serait sympa de contribuer. Mais ça impliquerait en fait que tu bouges. Et que donc là, de facto, c'est exclu, quoi. Mais oui, la santé, oui, c'est quelque chose qui, dernièrement, c'est... ta préférence. Enfin, ta préférence personnelle. Pas pour les projets, mais en tout cas, si tu devais t'engager, tu irais plutôt vers un truc à impact. Voilà. Je dirais que quand tu entends les entrepreneurs te vendre le projet avec leur storytelling derrière, t'accroches plus. Tu te dis, je comprends le truc, quoi. C'est quoi le futur? Alors, évidemment, on n'en sait rien, mais dans une fonction comme la tienne, finalement, comment tu te projettes dans le futur? C'est-à-dire, tu te projettes, alors, évidemment, la vie fera son œuvre, mais tu te projettes avec un technoport qui grossit, et donc plus de projets. Tu te dis à un moment donné, tiens, il faudra peut-être qu'un jour, avant de mourir, je passe de l'autre côté parce que ça me fait envie. Il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, est-ce que les incubateurs vont se consolider? Qu'est-ce que tu vois, toi, d'ici 10-15 ans, là, sur ce truc des incubateurs qui est un métier à part entière? Alors, il y a eu des vagues dans l'écosystème luxembourgeois. Il y a eu la vague initiale 98-2012, où on était pratiquement 2 sur le marché. En 2012, il y a eu la décision de fusionner les 2 entités qui existaient à l'époque pour créer le nouveau Technoport. Et à partir de 2012, il y a eu une pléthore d'initiatives qui se sont lancées. Il y a eu des projets de Big Four, etc. aussi qui ont voulu rentrer. L'accélérateur, Newco, tous ces autres-là. Donc le Cube, le KPMG, etc. Donc quand moi j'ai vu cette dynamique en 2012, j'étais ravi parce que je me suis dit, enfin l'écosystème se développe. On m'a souvent demandé si j'avais pas peur de la concurrence. Je me suis dit, non, ça fait partie du jeu, et le plus de gens en parlent, le mieux c'est aussi pour nous, quoi. Donc, et je crois que j'ai eu raison d'avoir cette approche-là, parce que ça nous a permis aussi, nous, d'essayer de nous réinventer systématiquement, en essayant de voir où étaient nos forces par rapport aux autres, et éventuellement les faiblesses, et les écarter.
la tendance future, à mon avis, c'est un peu ce que tu dis, toi, il y a de plus en plus d'initiatives aussi du gouvernement pour créer en fait des zones dédiées. En fait, il y a le campus Abyss autour de l'automotive. Il y a des projets dans le domaine de la santé, pas loin de Belleval. Il y a des projets autour d'un campus space à Colchester. Donc je pense qu'il y aura... Et on est sollicité aussi pour voir comment on peut prendre en charge des fonctions d'incubation dans ces zones géographiques. Donc je crois que le futur sera effectivement qu'on aura plus de sites géographiques. Automatiquement, on va devoir grossir aussi en termes d'équipe et d'expertise, parce que là, on va commencer à avoir des verticaux un peu plus clairs et pointus. Donc là, on ne pourra pas fonctionner comme le modèle aujourd'hui, qui est celui d'avoir une équipe noyau et aller prendre les compétences dans des structures externes, que ce soit des centres de recherche, l'université ou des partenaires externes. Donc là, je crois qu'il faudra grossir en équipe. Et voilà, peut-être que la fonction d'incubation va changer. Peut-être qu'on va prendre un rôle un peu plus global, je dirais, qui sera... On a parlé de parc scientifique, donc c'est peut-être dans cette direction que ça va aller. Bon, on verra. Mais bon, après, pour moi... moi là, j'ai 47 ans, donc oui, tu commences à te poser des questions aussi. Comment tu vas vouloir évoluer dans l'écosystème. Là, je crois que ça sera un peu dépendant des opportunités, si je me retrouve dans le modèle ou non, ou si à un certain moment je me dis non, il faut céder la main à des plus jeunes. Parce que bon, ça fait quand même 21 ans, donc tu te dis... c'est marrant ça, parce que t'es dans un métier où ton expérience, c'est quand même hyper important. Ouais. Toute cette expérience accumulée, tu as eu beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de choses. Donc, tu as développé une espèce de feeling, choses. Et en même temps, c'est un écosystème dans lequel il y a un espèce de truc sur l'âge où t'es start-upper quand t'es jeune. C'est quoi ton... Non, c'est même pas ça. Mais c'est... alors, quand je regarde les entrepreneurs qui viennent chez nous, c'est pas les plus jeunes. Hein. Okay. C'est pas des étudiants qui sortent d'université. Okay. On a quand même en moyenne entre 35 et 45 ans. Donc je suis encore dans le cours. Maintenant, où je commence peut-être un peu à décrocher, c'est certains nouveaux trends où tu dis, les gars, arrêtez. C'est quoi par exemple Non, à l'époque, c'était tout ce qui était blockchain où je me disais, oui, ok. Donc, ok. Après, c'est tout ce qui est... maintenant, l'AI, c'est la nouvelle mode. Avant, c'était tout ce qui était... dernièrement, c'était tout ce qui était réalité virtuelle, augmentée, etc. Donc, je dis pas que c'est pas pertinent dans certains domaines. Mais quand on vient et qu'on me mâche ces buzzwords dans toutes les présentations, etc., et que quand tu commences à creuser un peu, mais pourquoi tu veux faire de la AI dans ce secteur-là ou utiliser de la blockchain dans ce domaine-là, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose derrière, donc tu te dis, ok. Donc ça a affûté ta capacité à ton bullshit detector. Peut-être c'est ça, et peut-être que tu fatigues à un certain moment. Où tu te dis, non. J'ai revu, quoi. Oui, voilà, j'ai revu. Okay. Mais bon, peut-être que c'est ce que tu disais, toi, ça fait partie de l'acquis que tu développes et que tu es censé aussi rendre aux entrepreneurs. Et à Luxembourg, c'est quand même assez connu pour être le monde de la finance, avec des grandes entreprises, des gros corporates. Tu trouves que c'est deux mondes qui communiquent bien, le monde de l'écosystème startup et le monde de la finance en général? Je ne parle pas vraiment, les fintech évidemment, il y a un lien direct, mais en général, est-ce que c'est deux mondes qui cohabitent bien et où il y a des synergies possibles? Est-ce qu'elles sont exploitées pour toi au max? Non. Ok. Non. Alors, il y a eu des grosses améliorations. Donc, je crois qu'il y a certains corporates qui depuis quelques années maintenant, s'intéressent beaucoup plus au monde des startups, à l'innovation, etc. Donc ça, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu des améliorations, mais d'ici à dire que c'est optimal, non, certainement pas. Rien que au niveau aussi du financement, je crois qu'il y a il y a encore des mondes parallèles en fait. Donc
là, maintenant, on a commencé à essayer de lancer des choses, des collaborations un peu plus structurées avec l'association des Family Office ici au Luxembourg, parce qu'on s'est rendu compte, on n'a pas vraiment développé ce lien-là. Et je crois que là, il y a un potentiel énorme de faire découvrir en fait un peu ce qui est innovation technologique au Luxembourg à des gens qui recherchent quand même des potentiels d'investissement qui sortent un peu du traditionnel, quoi. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc ça me rassure parce que ça veut dire qu'on a encore notre place. Et aussi il y a quand même encore toujours une différence entre les gros comptes et leur processus de procurement par rapport à des solutions qui sont en train de se développer et qui n'ont pas encore la solidité financière que des fonctions de procurement dans des grands groupes exigent en fait pour entrer dans le groupe. Et là, on voit que oui, il y aurait probablement moyen de développer des programmes un peu plus spécifiques dans ces corporates qui allègent la partie procurement pour des sociétés en phase de développement initial. Ok, super. C'est le moment du jeu, le moment jingle. Alors, tu as mis sur la table, tu vois, ce beau saladier. Ouais. En fait, tu as 3 types de questions. Donc, tu vas tirer au sort 3 questions. Ok. Tu peux commencer, je crois qu'il y a des codes couleurs, vert, peut-être le violet pour la fin, parce que c'est des citations. Mais vas-y. Non, vas-y. Donc tu lis la question pour la fin. Tu commences par table. Non, ça change. Tu lis la question et ensuite, tu réponds. Ouais. Donc je dois le lire. Lis la question. Okay. Donc c'est pas une question, c'est une citation. Donc il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Paulo Coelho. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là ? Ouais, parce que si tu tentes pas, tu sais pas ce que sera le résultat. Donc, je crois que si tu as un rêve et que tu oses pas te lancer, tu vas pas réaliser le rêve. Donc, au niveau des entrepreneurs que tu vois, les entrepreneurs sont des gens qui sont plutôt des gens qui ont peur, mais qui gèrent cette peur, ou c'est des gens qui font pas peur et qui foncent ? Non, je crois qu'il faut garder une partie de peur. Ok. Je sais pas si peur, c'est le bon terme. Mais je crois pas qu'ils ont peur de se lancer, sinon ils le feraient pas. Ça, je crois pas. Mais c'est peut-être plus avoir respect de ce métier d'entrepreneur. Donc savoir que ça sera pas toujours facile et que ils vont faire face à des moments qui seront. Il y a des personnes qui se sont ruinées et qui ont mis en péril aussi leur relation familiale, quoi. Donc c'est pas toujours rose le monde des entrepreneurs. Donc un bon dosage de vigilance. Voilà, il faut de la vigilance. Je crois que si on sait détecter les risques potentiels, c'est déjà grand chose, quoi. Voilà. Ok. Super. Tu peux en prendre une autre. Une autre couleur. Ouais. C'est des jeux à gros budget, hein. Ouais. Ça fait presque 1 heure qu'on se parle. Franchement, pourquoi tu fais tout ça ? Parce que oui, en plus ça fait. Ouais. Non, parce que j'aime bien. Je crois que l'intro en plus vers vous a été faite par quelqu'un que je respecte et avec qui j'ai eu l'occasion de bosser. Donc si c'est pour rendre aussi à l'écosystème, ça me plaît et ça fait partie de mon métier aussi. Et donc je suis toujours partant pour des initiatives de ce type. Super, ouais. Et la dernière. Tu parlais bien de. Alors, je parlais de ça ou de mon métier aussi. Mais ça aurait pu être ton métier aussi. Pourquoi tu fais tout ça non, métier c'est pareil. C'est pareil, ouais. Je crois que j'aime bien. J'aime bien le boulot déjà parce que c'est très varié, diversifié. Et tu vois plein d'entrepreneurs différents. Donc après ça fait partie de probablement mon caractère. Je sais pas. C'est très humain en fait comme métier. Ouais. The last one. Allez, dernière ligne droite. Quelle est la pratique professionnelle qui t'a le plus impressionné ? Le mot de la fin.
pratique professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a une façon de faire quelque chose, une méthode, ou alors une compétence, un truc, où toi, tu t'es dit, waouh, ce truc-là, c'est un game changer, quoi. Un entrepreneur ou pas, d'ailleurs. Ça peut être aussi toi. un mentor, ça peut être... Ouais, pas sûr de saisir, là. En fait, tu vois, par exemple, on a un invité qui nous a dit, bah moi, j'ai trouvé une personne qui avait une compétence, par exemple, en storytelling, qui était le truc qui m'a le plus impressionné sur ces choses-là. Il y en a d'autres qui vont te parler de compétences managériales, etc. Quelqu'un qui a eu un truc qui t'a inspiré, où tu t'es dit, waouh, franchement... Non, moi, je dirais plutôt, alors c'est pas une personne spécifique, c'est surtout le profil entrepreneur qui a cette capacité à détecter des failles, je dirais, ou des opportunités pour innover et pour produire quelque chose de nouveau. Okay. J'ai toujours respecté ça et j'ai toujours apprécié ça quand quelqu'un venait me présenter un projet qui essayait de révolutionner un peu, ou peut-être pas révolutionner, mais apporter un plus par rapport à ce qui existait et d'améliorer un processus. Je parlais avant du médical, la vie des patients, etc., ou le travail des médecins, donc l'environnement. Donc c'est cette partie-là, c'est de la créativité de capacité à identifier le trou et à voir comment le remplir. Voilà, exact. Voilà, donc avec un impact positif quand même. C'est quand même revenu plusieurs fois dans ce secteur-là. Bah, oui, surtout ces projets-là. Oui, ça c'est ceux qui te restent imprégnés. Ouais. Voilà. Donc si c'est Écoute, après le podcast, a priori, tout le monde va mettre de l'impact positif dans toutes ses présentations pour la sélection. Mais bon, tu feras évoluer, le truc. Plus de... Non, Écoute, merci beaucoup, Diego. Merci à vous. C'était super. C'est sympa, ouais. Ouais, trop sympa. Merci encore d'être venu et d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté. On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous soutenir aussi. Voilà, ça nous donne un petit peu de la force pour continuer. Et donc, à bientôt, Diego, aussi, dans la vraie vie. Ça va, merci beaucoup à vous. Salut. Salut, ciao.